Bonsoir, bienvenue. Donc effectivement, cette idée de numéro sur la thématique de la mélancolie, à l'ère de la technique, c'est venu de cette gravure de 1514 où on voit une femme qui est franchement visiblement câblée par un ensemble d'instruments de mesure. Et l'idée, c'est d'actualiser cette gravure à partir du déferlement technologique. Et donc, il y a un ensemble d'articles qui critiquent effectivement le monde technique qui nous accable. Et on a eu la chance d'accueillir dans cette revue M. Franck Monceau, qui travaille depuis 20 ans sur cette gravure et qui va proposer une exégèse d'une grande érudition et qui présente un grand contraste avec l'attitude qu'on a avec la technique aujourd'hui, qui souvent consiste à zapper, à surfer. Et il va nous apprendre, nous réapprendre finalement à lire une image. Donc, je vous invite à l'écouter. Et merci Franck Monceau d'être là avec nous ce soir. Merci. Oui, donc comme Martin l'a dit, c'est une image, un artiste qui s'appelle Albrecht Dürer, qui est né en 1472, mort en 1528 en Allemagne, contemporain de l'époque de Léonard de Vinci, et la Renaissance italienne. Et puis voilà, donc cette gravure, là, elle est forcément très agrandie. C'est tout petit, c'est 28 cm sur 19 à peu près, sur cuivre, donc il n'y a pas de repentir. L'artiste, quand il travaille, quand il tire ses traits, le moindre dérapement reste inscrit dans le cuivre et se répercute sur l'impression. Donc jusqu'à présent, on n'a pas fait mieux en gravure sur cuivre. C'est-à-dire que Dürer était un fils d'orfèvre. Son père était orfèvre et son premier apprentissage à l'âge de 12 ans, c'était de prendre un stylet et de travailler l'orfèvrerie. Et comme il voulait être peintre, c'est vers 16 ans qu'il est rentré dans l'atelier d'un peintre de Nuremberg, en Allemagne. Voilà. Donc oui, on va essayer de lire cette gravure. Voilà, pour moi, avant de connaître Dürer, tout avait commencé il y a 23 ans exactement, au printemps. Là, c'est à l'Arboretum national des Beaux-Arts en France. Après la tempête de la fin du siècle dernier, donc 1999, vers après Noël. Et l'Arboretum, c'est un musée des arbres. L'arbre qui est couché, c'est le plus vieux séquoia qui avait été introduit sous Louis XIV en France. Il est énorme. On peut voir le petit arbre qu'il y a derrière, là. Il fait 3 mètres de haut. Moi, à l'époque, j'ai souvent travaillé dans la nature, et pour moi, le carré, c'était un peu le propre de l'homme, de notre civilisation, et notre façon d'occuper la planète. Parce que quand on regarde bien, on achète du terrain, c'est en mètres carrés, les appartements, c'est carré, le bois, c'est en stère, carré, on coupe les planches aussi, les poutres, le sable, même le sous-sol, tout ça, ça passe en mètres cubes. C'est vraiment la marque de l'homme, parce que dans la nature, il y a très peu de carrés. Et j'étais étonné que quand je traçais un carré par terre, j'étais assez naïf pour croire que quand je le prenais en photo, il sortait jamais carré. C'était toujours un trapèze. Et c'est là que j'ai commencé à faire donc ce travail de perspective redressée pour que la forme paraisse vraiment carrée. Ce qui m'a permis justement, parce que Albrecht Dürer est un des théoriciens de la perspective, de rentrer d'une façon assez pertinente dans son travail. Alors là, quelqu'un m'avait montré un carré, ce qu'on appelle un carré magique, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un carré d'ordre 3, donc 3 x 3, 9 cases. On a les 9 premiers chiffres. Et je vais voir si voilà, quand on compte 4, 9, 2, on a 15. Là aussi, ça fait 15. Toutes les colonnes font 15 et les diagonales font 15. Ce qu'on sait moins, c'est que si on le parcourt de la case 1 à la case 2, case 3, 4, 5, dans l'ordre progressif des chiffres, on arrive à une forme congruente
une symétrie, toujours une symétrie en miroir. Ce qui est en haut se retrouve à l'envers en bas, ce qui est à droite se retrouve à gauche. Et moi, ça m'avait intrigué parce que j'ai commencé à travailler sur ces formes. Et donc, on l'a ici, mis en miroir. Je m'étais rendu compte que si on continuait à partir de chaque arête de ce diagramme-là, qui de 1, 2 jusqu'à 9, à l'endroit où les traits se rencontrent, tous les traits, tous les premiers traits, toutes les premières rencontres se faisaient dans un cercle. On passait du cercle au carré, c'était déjà assez magique. Donc on le voit là. Si on prend le diagramme là, on voit, on arrive à cette forme. 4, 9, 2, 3, 5, 6. Et si on le retourne, on fait le contraire, on a l'impression que ça se rétrécit et que l'étoile qui partait vers l'extérieur se retrouve confinée au centre. Là, on le voit mieux. Donc en haut, on retrouve le diagramme là. Ici, cette espèce de logeance avec les deux ailes. Si on les met ensemble, 4 fois en miroir, d'un côté, les flèches partent à l'extérieur. Il y a expiration et inspiration. Voilà, on va aller un peu plus vite. Ça m'avait amené à construire, à partir toujours de ce module, une grosse installation. Le module est là, avec les extensions, quand on prolonge les trucs jusque-là. Donc c'est un double cercle qui, en élévation, a donné une boîte. On va voir là, donc 3 mètres de haut, 5 mètres de diamètre. Et puis le public pouvait rentrer dans le premier cercle d'une lumière qui tournait et des cailloux. Parce que je travaillais sur les chiffres. Le mot calcul, d'ailleurs, ça vient du... En latin, c'est un caillou, parce que l'humanité a commencé à compter avec des petits cailloux. Et là, on a donc une première représentation du carré magique. C'est chinois, 2000 ans avant Jésus-Christ. Naturellement, les chiffres arabes n'existaient pas. Donc on comptait avec des petits points. Le 2, on voit les points noirs sont les chiffres pairs, 2, 4, 6, 8. Au centre, c'est 5. Les chiffres impairs sont en blanc. Et la légende dit que le premier carré magique aurait été vu ou aperçu sur le dos d'une tortue qui sortait de l'eau. En Chine, on l'appelle l'eau de chou. Donc pour les Chinois, le dôme, qui est là, ça c'est le plastron. Donc le plastron est carré, c'est la Terre. La Terre est carrée, le ciel, c'est le dôme, c'est rond. Et dans l'architecture, surtout dans les églises, on a toujours cette combinaison entre le carré et le cercle, le ciel et la terre, qui est la rencontre du ciel et de la terre. Un de mes travaux aussi à l'époque, donc en perspective redressée, un jardin avec le carré magique donc en réalité, c'est ça. Mais vu d'un certain point de vue, ça devient rond. Et l'installation était faite en sorte que le jour du vernissage, et puis pendant toute la durée de cette exposition, l'image était diffusée, une caméra filmait en continu, et diffusait l'image dans des écrans plasma qui étaient placés dans des petites serres que vous voyez là. Ce qui fait que le public, comme ces personnes qui sont en train de se regarder, sont en train de se voir exactement ce qu'on voit là. Et ils se trouvent dans l'environnement, c'est-à-dire dans un environnement qui est circulaire, alors qu'en réalité, c'est absolument pas circulaire. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est d'amener les gens à douter de ce qu'on voit, parce que c'est peut-être la meilleure façon de progresser, par le doute. Je pense pour tous les artistes, c'est comme ça, vous devez le savoir. Quand on est vraiment sûr de soi, on se rate souvent.
Voilà, donc c'est des travaux aussi toujours sur le carré, avec des élèves en France. Donc c'est un carré qui est tracé en perspective redressée, c'est pareil, par le devant, quand on analyse les objets, il y a 4 assiettes, on peut en mettre un peu plus, peut-être 1,30 m, mais là, entre d'ici et là, il y a déjà 19 mètres et 17 mètres là-haut, quoi. Voilà. Donc on voit, par exemple, derrière, si on regarde ça, ça c'est un drap de lit qui est étalé. On voit plus son recul comme ça, la tête des personnes, jeunes filles qui sont là, des collégiennes qui sont là, mais sont même plus petits qu'un bouchon de Coca-Cola. Voilà encore. Bon, on va enfin passer à la mélancolie. Donc voilà, je m'étais je m'étais intéressé au carré magique et je connaissais pas Dürer. Et tout ce que j'avais découvert sur les carrés m'avait tellement impressionné que j'ai demandé à un mathématicien qui était aussi critique d'art, qui connaissait mon travail, et il m'a envoyé cette gravure avec, donc ici, un carré magique. Et je croyais, moi je pensais que le carré magique sur lequel j'avais travaillé, qui est celui d'ordre 9, c'était le seul. Non, celui c'est un carré d'ordre 4, donc à 16 cases. Et j'ai fait le même système dessus, c'est-à-dire que je suis parti de la case 1 à la case 2, à la case 3. Puis j'étais étonné de voir le diagramme qui est en train de se dessiner, parce que j'avais l'impression d'un déjà-vu, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était peut-être la charpente sur laquelle l'artiste avait élaboré ou construit sa gravure. Et cette gravure-là, elle a toujours intrigué depuis maintenant, elle a plus de 500 ans. Elle a toujours intrigué, on n'a jamais réussi à comprendre exactement ce que l'artiste, que Dürer voulait dire. Parce qu'il y a un tel désordre, un tel fouillis, qui paraît désordre, mais en même temps, on a l'impression que c'est construit. Et je me suis dit que peut-être que si on la sépare, comme ça a été fait ici, en autant de cases qu'il y a de cases dans le carré magique, et qu'on passe d'un symbole à l'autre, parce que c'est truffé de symboles, ça a été analysé par les plus grands historiens d'art, Panofsky, Klimansky, qui était ici d'ailleurs, qui a fini sa vie à Montréal. Donc je me suis intéressé à Dürer, Nuremberg, né en Allemagne. Nuremberg à l'époque était une ville très importante, et qui se situait, une ville marchande aussi, qui se situait exactement à mi-chemin entre Venise, qui est voilà, donc Nuremberg, Venise et Hambourg. Et c'était donc, ils étaient beaucoup en relation avec l'Italie parce que à l'époque de la Renaissance, les artistes italiens faisaient se faire des tapis en bas dans les Pays-Bas, donc passer par Nuremberg. Comme ça, Dürer a pu communiquer avec des gens comme des artistes italiens, comme Raphaël Santi, avec qui il échangeait d'ailleurs des images. Donc on revient au carré planétaire. On a toujours dit le carré de Dürer, en fin de compte, le carré de Dürer, on l'a retrouvé chez Luca Pacioli avant que Dürer s'en ait servi. Donc le voilà là-haut. Et à côté, c'est le carré c'est tiré d'un livre qui avait eu beaucoup de succès, qu'il y en a encore beaucoup pour les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme, à la magie, qui s'appelle La philosophie occulte, d'un nommé Agrippa von Ettesheim, qui est un philosophe, on peut dire philosophe, et qui avait travaillé là-dessus. On va le voir plus loin. Je vais faire un peu vite. Ça, c'est
Donc voilà une page de ce livre de magie, la philosophie occulte, où il nous présente les 7 carrés planétaires. Donc Dürer s'est servi d'un des carrés planétaires qu'on attribue à Jupiter. Celui-là, c'est Saturne. Ça, c'est le carré d'ordre 4, c'est la table de Jupiter. Donc Jupiter, en latin, c'est Jovis, qui a donné jovialité, c'est-à-dire l'égalité d'humeur. Et la mélancolie, elle est sous le signe entièrement sous le signe de Saturne. Et le carré, on dit que le carré a été introduit pour corriger l'ambiance délétère de la mélancolie, qui est la bipolarité. Et on met donc cet équilibre, cette jovialité, pour contrecarrer l'influence, la bipolarité de Saturne. Quand on regarde, on a l'impression, bon, les caractères de Jupiter, les démons. Démon, ça veut dire esprit. On en a fait des démons, mais étymologiquement, c'est l'esprit de Jupiter. Quand on regarde, par exemple, non, faut que je revienne. Par exemple, ça, essayez de visualiser ça parce qu'on va regarder, ça va vous permettre de comprendre. En fin de compte, c'est pas un signe magique, c'est un signe mémotechnique qui permet de construire un carré magique. On va vite, il y a la table du soleil. Alors, la table du soleil, c'est marrant parce que si on fait l'addition de tous les chiffres de 1 à 36, 6 x 6, 36, de 1 à 36, on arrive à 666. Et la constante magique, c'est-à-dire celle qui revient toujours en ligne et en colonne, c'est 111. Donc là, on comprend, c'est quand on comprend un peu d'où ça vient, ce 666 là, qui a si mauvaise réputation. On dit que c'est le chiffre du diable, ça vient de l'Apocalypse. Saint Jean qui a eu cette vision. Mais quand on s'intéresse au carré magique, on va se rendre compte que effectivement, c'était le carré du soleil, parce que ces carrés sont très vieux. Et à l'époque de Saint Jean, la religion qui était concurrente à la religion chrétienne en train de grandir, de s'expanser, c'était le mitraïsme, la religion de Mitra, qui est un dieu solaire et qui était véhiculé par les légionnaires romains. Et comme les chrétiens craignaient absolument cette concurrence, ils ont diabolisé le soleil, la religion du soleil, qui est aussi un dieu unique. Et le Dieu de la Bible a toujours été jaloux de ce Dieu soleil, parce qu'on le voit avec Moïse, quand Moïse descend avec les tables de la loi de la montagne et qu'il retrouve sa tribu en train d'adorer le veau d'or, qui est le veau solaire, il est pris de colère, il casse les tables. Voilà, donc on l'a diabolisé. Mitra est né bien avant Jésus, un 24 décembre, c'est-à-dire au solstice d'hiver, au moment où on a la crainte que le soleil disparaisse, et dans une grotte. Et les chrétiens, pour s'installer, ils ont pris la place de Mitra. Ils ont pris Jésus au IVe siècle, on a décidé que Jésus était né un 24 décembre dans une grotte, et toute la légende a grandi comme ça. Donc là, on a la colonne des 7 carrés planétaires, donc qui répondent aux 7 jours de la semaine. Saturne, c'est samedi, Mars, c'est mardi, Vénus, c'est vendredi, la Lune, c'est lundi, Mercure, c'est mercredi, Soleil, c'est le Sunday, dimanche, et Jupiter, c'est jeudi. On voit qu'ils sont de la même famille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les carrés d'ordre 3, le premier, là, celui de Saturne, il est unique. C'est-à-dire, il n'y a que lui qu'on arrive à faire. On ne peut pas faire un carré d'ordre 2, c'est-à-dire avec 4 cases, parce que on a beau permuter les chiffres, on n'arrive pas, on trouve toujours la même somme en diagonale, en ligne et en colonne. Le carré d'ordre 4 de Jupiter, il existe déjà en 880 possibilités, chaque fois différentes, mais qui donnera toujours la même constante magique, qui est 34. Et le carré d'ordre 5, c'est déjà des millions de possibilités. Le carré d'ordre 6, il faudrait avoir des kilomètres de papier pour aligner les chiffres.
Alors, pensez ce que ça peut être qu'un carré d'ordre 9, ou on peut faire des carrés d'ordre 100. Hein, ça. Ouais, moi je ne veux pas en arrière. Attendez. Voilà, donc j'avais demandé de mémoriser ce diagramme-là, parce que si on prend le carré magique d'ordre 4 et qu'on le met à côté d'un carré naturel, qui est celui-là, donc le carré naturel 1, 2, 3, 4, on peut se rendre compte que les diagonales sont déjà magiques, parce que 1, 6, 13 et 16, ça fait 34. Et on le retrouve d'ailleurs dans le carré, qui se croise avec l'autre diagonale. Donc il reste les chiffres 2, 3, 8, 12, 15, 14, 9, 5, qu'on retrouve là-bas à l'envers. C'est-à-dire ici 2, 3, 8, 12. Donc il suffit de tourner ça, comme ça, et on a un carré magique, qu'on dit même diabolique, parce que là, il n'y a plus que, il n'y a pas non seulement les lignes, les colonnes qui donnent la même somme, 34, mais si on prend, bon, ça fait 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, mais aussi 1, 15, 12 et 5, c'est-à-dire là-haut, ça fait 34, le 11, 4, 7 et 9 fait 34, en bas aussi, ça, si on prend les 4 carrés du coin, il y a 36 possibilités que ça fasse toujours 34. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, à l'époque, dans ma naïveté, je pensais que, mais quel est le génie qui a pu calculer ça ou construire des carrés comme ça? Puis là, on se rend compte que c'est complètement mécanique. C'est pas le produit d'un calcul, c'est quelque chose de mécanique. C'est peut-être ce qui a amené les anciens à en faire un carré en disant que ça doit être d'origine divine, c'est magique. Donc ils s'en servaient comme talisman. Et dans la mélancolie qu'on va tout de suite retrouver, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, donc la façon de le parcourir, quand même, on va de 1, voilà, ça c'est un autre diagramme, pas tout à fait celui-là qu'on a sur la mélancolie, mais celui-là, c'est celui-là qui donnera la clé de la mélancolie, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, effectivement, un diagramme avec toujours cette symétrie en miroir. Ce qui est en haut se retrouve exactement à l'identique en bas, mais toujours de gauche à droite et toujours en miroir. On peut aussi les parcourir de façon en ne gardant que les chiffres, là les chiffres pairs, donc de 2, 4, 6, 8, donc ça va faire cette chose-là. Et aussi en une symétrie, comme ça, voilà. Et puis, si on prend les chiffres impairs, ça fait la même chose, mais à l'envers, quoi. Voilà. Donc, une fois passé très vite là-dessus, on va essayer de rentrer dans la mélancolie. Premier abord, on a l'impression d'une espèce de fouillis immense avec des objets qui sont disséminés comme ça, un peu au hasard, et puis on se rend compte qu'il y a quand même une construction. Il y a exactement le bâtiment là, il est exactement au milieu quand on le descend. En bas, il y a une règle et on se rend compte que la règle, elle fait exactement la moitié. Le bout qui dépasse ici, c'est le bout qui manque là. On peut dire que tout est soumis à la règle, tout est soumis à la mesure, même l'horizon. Quand on regarde cette échelle et qu'on compte les barreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 barreaux visibles, on se rend compte que le quatrième barreau donne un quart de la hauteur et arrive sur le 4 du carré magique d'ordre 4. Le carré est en relation avec cette sphère, donc le cercle et le carré, en opposition, peut-être en... Et là, ça rejoint un peu une théorie des concordances, la consignitas, c'est-à-dire que ce qui est diamétralement opposé est
est complémentaire et non pas opposé. C'est la complémentarité dans l'opposition. Nicolas de Cuse, à la sortie du Moyen-Âge, un philosophe allemand, que Robert Lipinski était très proche, on a beaucoup parlé, Pic de la Mirandole aussi, la consenitas, la concordance. Donc, Duhan n'a rien laissé, alors qu'il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit plusieurs livres. Il a écrit 4 livres sur la proportion humaine, une géométrie qui aujourd'hui encore est très intéressante à lire. Et il n'a rien dit sur la mélancolie. Peut-être, je pense qu'il avait peur, parce qu'à l'époque, c'est l'époque aussi de Luther, c'est l'époque des iconoclastes, et c'est l'époque encore où on brûlait les sorcières et tout ce qui avait relation à la magie. Et les carrés magiques sont réellement des talismans. Et les talismans de tout temps étaient, même dans l'islam, même si on s'en sert encore aujourd'hui dans l'islam, ils sont foncièrement interdits. Parce qu'ils s'érigent contre le mektoub ou contre le destin. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide, pour les croyants, et vouloir aller contre la volonté divine avec des talismans pour essayer de corriger le destin, c'est mal vu par les religions du livre, en commençant par la Bible, le Coran ou les évangiles. La seule chose qu'on connaît de lui, c'est donc cette écriture en vieil allemand, Schlüssel bedeutet Gewalt et Beutel bedeutet Reichtum. Donc en allemand moderne, c'est oui les clés Schlüssel et Beutel, les clés et la bourse. On retrouve la bourse ici et puis les clés sont là à la ceinture, tout petit. Je vais être sur le mauvais truc. Excusez-moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, bon, il y a les clés là, on les voit maintenant, sont rouges. Quand on regarde les clés, déjà, si on suit un peu cette curieuse graphique on voit qu'il y a une espèce de croisement. Et effectivement, si on prend 5 et 12, la case 5 et la case 12, on arrive à 17. 17, c'est la moitié de 34. Et il y a une relation diamétrale entre les clés et le polyèdre qui est tracé comme un... Savoir tracer ce polyèdre, on va le voir tout à l'heure, parce qu'il est très complexe. Ça veut dire qu'on maîtrise bien l'espace, on maîtrise aussi la géométrie, la mesure de la Terre. Et la bourse, quand on prend la bourse s'oppose en haut à ce qui est la bonne et la mauvaise fortune. C'est-à-dire l'arc-en-ciel, c'est la gloire, et la comète, c'est le changement, ça peut être les accidents ou des bouleversements. Et là aussi, 3 et en bas 14, on arrive à 17, la moitié de 34. Et en fin de compte, tout fonctionne quand on regarde, parce que ces symboles ont tous été analysés par les historiens d'art, et on voit l'accès, le pouvoir, c'est la clé, et la maîtrise spatiale, c'est la case 5, le polyèdre, la fortune, et vous arrivez à lire, tout est en relation comme ça, et tout forme toujours 17. Donc il y a déjà un ordre dans ce désordre avec les chiffres. Donc je m'étais dit que voilà, si en ayant analysé tous ces symboles qui sont disséminés, si on va dans l'ordre progressif de ce carré magique, partant de la case 1 à la case 2, on arriverait comme dans un rébus à trouver une phrase et à comprendre ce qu'il a voulu dire. D'autant plus qu'à cette époque-là existait déjà Dior est né avec l'imprimerie. Avant l'imprimerie, les livres étaient très rares et très coûteux, puisqu'ils étaient copiés à la main, enluminés, décorés.
Donc pour les moines prêcheurs comme les franciscains ou les dominicains, on avait sorti un jeu de cartes, dont voilà un exemplaire, qui leur permettait de mémoriser des textes entiers de l'Évangile. On appelle ça en allemand Denkbild, avec les chiffres, et les chiffres, quand on les... il y en a un autre, donc celui-là, ouais, c'est marqué en haut. Donc je crois que c'est Matthieu, la vache, Lux, Delange. Et si on prend les chiffres, le 1, ça commence en haut. En fin de compte, ça suit le mouvement du signe de la croix, quoi. Et ça permettait donc à ces moines de... Aujourd'hui, on a perdu cette faculté de, de travailler avec ces images mémoire, et on va même plus loin. On peut dire on a pratiquement plus de mémoire personnelle, puisqu'on a confié de plus en plus notre mémoire à des prothèses qui sont comme les ordinateurs ou les portables, les téléphones cellulaires. Voilà, donc je pensais que avoir arrivé avec ce rébut, et puis très vite, ben, ça n'avait pas de sens quand je partais d'en haut. Et pourtant, j'avais l'impression que ça ne pouvait être que ça. Puis je me suis souvenu que Panofsky, qui a beaucoup travaillé, qui a écrit tout un bouquin sur Dürer, la vie d'Albrecht Dürer, Panofsky avait dit qu'il existait un premier état de cette gravure où le 9, on le voit ici, est en miroir. Le 5 qui repose déjà sur la tête. Et ces gravures sont très rares, mais on sait que c'est les premiers exemplaires parce que la facture est très claire. Plus on se sert d'une plaque de cuivre pour imprimer, plus ça s'encrasse, et moins on a ces traits très acérés. Et donc, qu'est-ce qui a poussé Dürer à vouloir changer, et qu'est-ce qui l'a poussé d'ailleurs à mettre un 9 en miroir? Parce qu'à l'époque, les chiffres arabes venaient à peine d'être introduits. On utilisait encore les chiffres romains. Et pour pas confondre le 9 et le 6, on traçait un petit trait en dessous. Parce qu'on pouvait, comme c'était des jetons, et ils pouvaient se tourner n'importe comment, mais ils ne pouvaient pas être tournés en miroir. Donc Dürer, à un moment, l'a corrigé. Pour quelle raison? À mon avis, c'est que parce qu'il a pris peur. Il a pris peur qu'on rentre vraiment dans ce qu'il a caché dans cette gravure, parce que cette gravure, elle est cryptée, on va le voir, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dedans. Et ça l'a obligé à maquiller son œuf et à le remettre à l'endroit. Et je me suis dit, comme un graveur, il travaille avec un miroir, il travaille toujours à l'envers, que si on mettait en miroir les chiffres, ce qu'on va faire là tout de suite, peut-être que ça fonctionnera. Donc on a les chiffres en miroir, mais si on lit en haut, 1, 14, 15, non, parce que la mélancolie, elle a été gravée en 1514. Donc on peut permuter les deux colonnes encore, ce qui n'empêche pas d'être devant un carré magique, qui est même diabolique, parce que comme tout à l'heure, là aussi, les 4 premiers cases de gauche, ils font 34, 14, 4, 7, et le 9 qui est là, ça fait 34. Et donc si on les donne comme ça commence déjà à avoir du sens, parce que le 1 se retrouve dans la case 1 tout en haut, où Dürer a marqué le titre de cette gravure, Mélancolia 1, qui est inscrit dans les ailes déployées de ce qui ressemble à une chauve-souris. Et ça se termine en bas par le 16. Et donc, effectivement, quand on le parcourt maintenant, comme ça, on va de 1, l'humeur saturnale, 2 mène à la fortune. Il aura dit ce qu'il avait écrit, la bourse, c'est la fortune. Celui qui maîtrise conjointement le savoir pratique, donc la case 3 avec les outils, et la connaissance cachée des nombres en haut avec ici, avec le carré magique,
la cloche qui annonce et donne tout pouvoir, ce que Dürer avait écrit. Schlüsselgewalt, le pouvoir des clés, et le pouvoir aussi qu'on a donné à Saint-Pierre, c'est pour ça qu'on le représente avec les clés. La connaissance cachée des nombres, elle annonce et donne tout pouvoir à celui dont le génie, donc le petit couteau, le petit angelot, là. La ferveur créatrice, quand on regarde le visage sombre, mais avec le regard très éveillé de l'ange de la mélancolie. La civilité, parce que le chien est un symbole d'acidité. Le chien, quand il mord, il ne lâche plus. Il y a de fidélité aussi, parce qu'il reste fidèle à son maître, même si le maître le maltraite. La ferme résolution, c'est le point fermé. Resteront constamment aiguisés, la meule à aiguiser, dans la case 10, par l'étude, le livre et le compas, de toute forme, le polyèdre, case 12, et volume, 13, avec mesure et pondération, le sablier et la balance, dans la case 14, et elle tracera un destin élevé, la comète et l'arc-en-ciel, pour celui qui saura à la fois mesurer, bout de règle, assembler les 4 clous, qui sont aussi l'esprit de synthèse, parce que c'est les 4 clous de la crucifixion, et puis l'embout de soufflet, vivifier tout cela. On peut retrouver exactement le même sens si on fait le parcours pair et impair. Donc je vous laisse lire, qui se fait en 2 phrases. Ça, c'est le parcours impair, un parcours pair, continu, complète, et dit la même chose avec d'une autre manière de le dire, exactement la même chose. Ce que Dürer a toujours enseigné, c'est-à-dire que la pratique, la connaissance pratique et la connaissance théorique doivent toujours aller de pair. Quand on regarde son blason familial qui s'est dessiné, donc Dürer, ses parents venaient de Hongrie et ils étaient éleveurs de chevaux. C'est pour ça que son père, déjà, qui était orfèvre, avait gardé cette porte de grange. Mais là, Dürer en a fait une porte céleste. Excusez, on va retourner. Je m'en mêle toujours. Voilà, on trouve la porte. Donc une porte céleste sur un nuage, les 3 marches, apprenti, compagnon, maître, 3 marches de l'initiation, autant chez les francs-maçons. Mais il en a fait une porte de lumière. Le reste est grisé comme ça. Donc on voit bien que Dürer se présente un peu lui-même, se destine à être, on pourrait d'ailleurs Dürer, c'est Dürer parce qu'en Allemagne, le D et le T sont très voisins. Ce qui fait l'accent allemand d'ailleurs avec le T ou le D. Et dans ses correspondances, souvent les gens écrivaient Dürer. Parce qu'il est originaire, la famille est originaire de Hongrie, de Hedjas, un village qui s'appelle Hedjas, qui veut dire porte. Donc on pourrait l'appeler Monsieur la Porte, quoi. Et il se destine à être un passeur de ce qu'il avait écrit que pour lui, il voulait que la jeunesse, soit les apprentis peintres ou tous les apprentis de tous les métiers, n'aient plus rien à envier aux Italiens et qu'il fallait rien cacher de tout l'enseignement. Et je pense qu'on lui a... Parce qu'à l'époque, quand il y avait des secrets de maîtrise, des secrets de corporation qu'il ne fallait pas... Chez les francs-maçons, chez les maçons libres, qui pouvaient voyager d'une ville à l'autre pour les chantiers des cathédrales et autre chose, tout l'enseignement se faisait oralement. Il y a des choses qui ne pouvaient pas être écrites sous peine de mort. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre un peu si on veut rentrer un peu dans ces trucs un peu cryptés. Quand Dürer se sert d'un cartellino, donc c'est cette petite tablette où il met sa signature, le AD, la façon dont il le positionne, là il le positionne, il faudra s'approcher pour le lire, pour le voir d'ici. Et quand on vient regarder comme ça, on se rend compte que cet écusson avec cette tête de mort,
qui a un côté hydrocéphale, parce que c'est presque monstrueux, là, cette tête elle est trop grande. Il y a une blessure aussi sur la tempe. Et on voit que l'axe de ce crâne correspond avec la tête de cette femme, et que la blessure pourrait être là où le baiser de l'homme sauvage va être déposé. Et quand on regarde de ce côté-là, on voit que le bas de l'écusson qui est rond correspond avec le haut, le reste s'efface, et on a une petite tête sur une assiette, comme pour dire on devient ce qu'on mange. Voilà une gravure qui est très intéressante, parce qu'elle permet aussi de comprendre un peu l'époque. Donc la sorcière, et Duhan a poussé le vis jusqu'à mettre le dé à l'envers, et de mettre aussi les cheveux à l'envers du vent, puisqu'il, même s'il est assis à l'envers sur ce bouc, le bouc il vole, il est censé partir au sabbat, il va dans ce sens. Et il fait tomber comme ça un orage de grêle, qui a son sens. On sent que c'est composé aussi, parce que là, il y a un cercle parfait, même s'il est plutôt, à chaque fois, il les a mis dans des positions vraiment calculées. Et si on veut vraiment la comprendre, il faut rentrer un peu dans l'histoire de l'époque, où on brûlait encore les sorcières. Et à cette époque-là, il y avait un livre qui avait fait des ravages, qu'on appelle le Maleficus Maleficarum, ou le marteau des sorcières, qui était un livre qui a servi à l'Inquisition pour détecter l'endroit où le diable aurait touché ces femmes qu'on a mis à brûler sur un bûcher. Et les humanistes, comme l'ami de Dürer ou Erasme de Rotterdam, s'étaient élevés contre cette pratique en disant que ça n'existe pas, c'est pas des sorcières, c'est des femmes, et que cette hantise, c'est plutôt les moines qui ont peur du sexe féminin. C'est pour ça qu'on visait particulièrement les femmes. Et donc, je pense qu'il s'est amusé. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est un montage électronique avec, si on prend un miroir, parce qu'un graveur travaille avec le miroir, et qu'on le passe dessus, on va voir que tout ça, c'est que du fantasme. Parce que là-dedans, on va voir des images de sexe, de vulve, de masques de démons. On peut voir tout ce qu'on veut. C'est juste une projection fantasmatique que ces moines projettent eux-mêmes et qui s'attaquent à ces femmes parce que c'est peut-être le sexe féminin qui leur fait peur. Et on voit là toute une imagerie plus ou moins sexuelle. Et c'était une façon aussi de s'amuser à l'époque, de pouvoir dire des choses sous l'Inquisition, des choses qu'on ne pouvait pas dire ouvertement, sous peine d'être soi-même poursuivi. Et en plus de ça, Dürer avait surtout peur qu'on s'attaque à ces gravures, qu'on les brûle. Je vais laisser filer, puis on va... J'essaie de faire un peu vite parce que je ne vais pas vous fatiguer. J'aurais beaucoup à dire. Il y a encore beaucoup à dire sur cette gravure. Donc là, on va... à la fin, on va voir un visage un peu comme Dali en anamorphose. Si on considère que ça, c'est les yeux, là, les jambes vont se rassembler, il y aura le nez. Et là, on comprend un peu la matière dont il s'est servi avec ces chairs un peu pulpeuses, les poils, les plumes. Tout ça, c'est la connotation sexuelle. Voilà, donc on retrouve... donc là, on est devant un texte nommé Joachim Camerarius. Vous prenez tous des noms un peu latins comme ça.
qui était recteur de l'Académie de Nuremberg, qui a été mise en place par Mélenchon, qui était le bras droit de Luther, et qui connaissait très bien Dürer et qui a traduit son traité de proportion de Dürer en latin, parce que Dürer n'avait pas fait du latin, il est parti très tôt de l'école pour entrer en apprentissage chez son père. Et c'est assez intéressant parce que, surtout la dernière phrase, quand à la fin, il dit, ici, on peut voir encore du pain, donc c'est la première description de la mélancolie. Donc les historiens, comme il y a un gros livre qui fait un peu référence, qu'on peut dire la Bible de la mélancolie, qui dit, donc c'est Klibanski, Fritz Axel et Erwin Panofsky qui ont écrit ce livre, et ils disent à la fin, ils ont trouvé ce texte, et ils disent, mais il doit s'agir d'une autre mélancolie, parce qu'à la fin, il dit, on peut voir encore du peintre, une toile d'araignée à une sorte de quasi-fenêtre, encore qu'ils ont enlevé le quasi, et leur chasse exprime, entre autres, indice des lignes extrêmement ténues, en disant, mais dans la mélancolie, il n'y a pas de fenêtre, et encore moins de toile d'araignée, donc il doit s'agir d'une autre mélancolie qui s'est perdue. Mais quand on regarde la mélancolie, on se rend compte qu'effectivement, il y a une quasi-fenêtre, une presque fenêtre. C'est une niche. Donc c'est le seul objet qui n'est même pas un objet, parce que ça fait partie du bâtiment, qui n'est pas disséminé, qui n'a pas été rapporté, qui existe selon le plan de l'architecte. Ça, c'est important à retenir. Et si on rejoint ce qu'on a fait tout à l'heure en partant de la case 1 à la case 2 par un trait, il se dessine quelque chose qu'on pourrait comparer à deux toiles d'araignée. Pour moi, après avoir résolu peut-être l'énigme du rébus, il restait quand même une très grosse question, c'est ce polyèdre. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi ce polyèdre qui est un peu comme le nez au milieu de la figure, pourquoi Dürer lui a donné une telle importance qu'il est là? Et j'ai eu la chance d'avoir une résidence d'artiste à Dresden, par la ville de Strasbourg, parce que Strasbourg est une ville partenaire de Dresden. Et à Dresden, il y a un carnet autographe à la bibliothèque, l'ancienne bibliothèque royale de Dresden, un carnet autographe de Dürer, où Dürer a dessiné le polyèdre, et de ce polyèdre, il a donné, oui, donc ça c'est la quadrature du cercle, la relation de... Voilà, donc on va revenir là-dessus. Déjà, on voit le polyèdre, bon, il est quand même mis en... Le point de fuite, il est ici. Il l'a tracé donc en perspective. On se demande où est-ce qu'il a appris à partir d'une meule, à en faire une ellipse et la mettre en perspective avec ce point, parce qu'il y a très peu de références à la perspective, peut-être les corniches là. Et quand on est capable de mettre une meule en perspective en la traçant en ellipse, pourquoi introduire une échelle qui est fausse, qui ne répond pas aux règles de la perspective? Puisque même les distances entre les barreaux, des fois ils sont plus petits, de nouveau plus grands. C'est trop parallèle, on ne sait pas si elle part du côté ou derrière le bâtiment pour arriver derrière, ou partir du côté pour arriver derrière. C'est presque comme une échelle de Escher. Donc il doit forcément y avoir une raison. Donc dans le livre autographe de Dresden, on a le polyèdre ici, avec un œil, il l'a mis en perspective, et il a tracé les arêtes qu'on ne voit pas. Donc ça permet de le reconstituer. Voilà. Et on voit qu'il a été tronqué, on a coupé, on peut dire que c'est une espèce de cube sur pointe, dont on a coupé la pointe en haut et la pointe en bas. Oh, je suis allé trop vite.
dont on a coupé la pointe en haut, la pointe en bas, mais ça a été coupé de telle façon que vu d'en haut, les coupes font un triangle équilatéral. C'est-à-dire les trois côtés du triangle sont égaux. Et quand on regarde d'en haut, ils se chevauchent, comme c'est le cas ici. Et on retrouve le symbole des quatre éléments chez les alchimistes, le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, si on prend ce polyèdre et si on le trace dessus, on peut le recomposer. On voit que on appelle ça un rhomboèdre. C'est un cube qui est légèrement déformé. Donc les faces sont plutôt proches d'un losange que d'un carré. Et quand on regarde l'échelle, on se rend compte que la pointe ici arrive au quatrième barreau, donc 1, 2, 3, 4, un quart de la hauteur, et la pointe en bas fait un tiers de la hauteur. Donc Jupiter céleste, un quart, avec le carré 4 fois 4, Saturne, qui est terrestre, qui est l'ancien dieu de la Terre, avec son carré d'ordre 3. Maintenant, si on replace le polyèdre homothétiquement dans un environnement exactement de la même mesure et qu'on prolonge les arêtes du polyèdre, on se rend compte que une arête qui monte là permet de situer le carré et que l'arête en continuant en bas, en tirant horizontalement, permet de positionner exactement la sphère et elle arrive exactement où il a posé sa signature. Et là, il ne s'est pas servi d'un cartellino. Il l'a fait comme un maître d'œuvre, comme les maçons. Il l'a mis carrément dans la première marche, gravé dans la marche, la date et puis sa signature, son anagramme. Donc, chacune des arêtes, on peut voir, correspond à tracer la grille, une grille d'ordre 3, qui est donc celle de Saturne. Donc, il faut comprendre que c'est le polyèdre qui a décidé de l'espace, entièrement de l'espace et de la grandeur de cette gravure, puisque c'est elle qui trace les grilles. Et donc, c'est le signe, la signature de Saturne, qu'on a vu tout à l'heure. Et si on prend maintenant à nouveau les symboles dans chacune des grandes cases, puisqu'il n'y en a plus 16, il n'y en a que 9, donc c'est plus résumé, on a de nouveau la même phrase qui dit la même chose, que la pratique et la connaissance théorique sont le fondement de toute construction, que l'influence astrale de Saturne nous conduit grâce à l'exercice et à la réflexion vers la richesse et la puissance, conduit l'artiste vers la richesse et la puissance, l'artiste initié aux formes pures vers un destin glorieux, l'échelle et l'arc-en-ciel. Voilà. Et pour vraiment montrer qu'il n'y a pas de hasard, si on utilise les dernières arêtes que je n'ai pas utilisées, mais les dernières arêtes, elles nous ramènent à une grille qui permet de faire la grille d'ordre 16, qui est la grille de Jupiter, et qui a donc ce diagramme. Et là, on se rend compte que ce diagramme, il est quand même équilibré par rapport, si on veut partir en arrière, si on veut partir sur le diagramme de Saturne, on voit que le diagramme de Saturne, il tire un peu à U et à Dia, quoi. Il met en opposition en bas le cercle avec le carré et aussi en opposition le grand ange et le petit ange qui est encore dans l'illusion du fer alors que le grand ange a déjà tout abandonné. Donc je reviens où on était. On va terminer. Dürer a fait quand même, il y a 4 gravures qui font partie un peu de ce système. Et tout ça, c'est calqué un peu sur un plan d'un livre qu'on n'a jamais trouvé.
mais quelqu'un en parlait, un de ses amis en parlait comme il l'avait vu, et je pense qu'on a obligé Dürer à dire, écoute, il y a des choses que tu peux pas montrer, et donc il a décidé de faire ces gravures pour les crypter dedans, ce qu'on appelle la géométrie secrète. Qui disait au début, je veux parler en lieu allemand, vom Maß der Menschen, de la mesure de l'homme. Donc c'est Adam et Ève. Adam et Ève, bon, si on prend les quatre humeurs, ça peut être que l'humeur sanguine, c'est Vénus. Le carré de Vénus, c'est un carré d'ordre 7. Cette case qui permet aussi de donner la... Parce que Dürer, quand il a sorti cette gravure, il était très fier parce qu'il avait enfin maîtrisé la mesure parfaite de l'homme, alors qu'il cherchait. Et quand on regarde un peu, elle est quand même assez... Il y a un jeu de regard. L'homme, ici, il a son regard dirigé vers les yeux ou l'œil de la femme. La femme a son regard baissé sur l'œil du serpent et encore plus loin dans le même axe sur le sexe d'Adam. Et si on prend un des carrés là, et la moitié qui fait ce triangle isocèle, qui fait l'aire d'un carré, ben on peut le reporter exactement sur le jeu du regard. Et si on prend les 7 premiers chiffres de ce carré magique, on se rend compte que voilà, ça dessine aussi un triangle. Ce triangle reporté sur la gravure va pointer ici une souris. Et la souris, elle souligne la tension entre le chat et la souris, qui l'a comme hypnotisé, la tension qu'il y a le regard entre l'homme et la femme. Donc sur le parcours en entier, on a ce qu'on appelle un tracé directeur qui permet un peu, c'est un peu la structure sur laquelle la gravure a été construite. Ce qu'on voit déjà la ligne là qui permet toutes ces lignes qui donnent la hauteur, la femme est un peu plus petite. Et puis aussi, on voit la raison pour laquelle il aurait placé cette scène dans une sombre forêt, alors que le jardin d'Éden, normalement, c'est vu comme un jardin. Il n'est pas tout à fait fidèle à tout ce qui s'écrit là-dessus, parce que le fruit que tient la femme, que tient Ève, c'est une figue, parce que l'arbre, les feuilles en haut, c'est pas des feuilles de pommier, c'est un figuier. La figue, dans tout l'Orient, symbolise le sexe féminin, qui est couvert d'une feuille de figue, pas d'une feuille de vigne, comme on la croit. Et lui, là, c'est une feuille de sorbier des oiseleurs, qui est dans la tradition germanique le fruit de l'arbre de la vie. Selon Hildegard de Bingen, les animaux qui sont introduits là symbolisent aussi les 4 humeurs. Le cerf, c'est la mélancolie, la vache, c'est le lymphatique, colérique, c'est le chat, et puis le lapin, c'est le chaud lapin, c'est le sanguin. C'est le lapin de Pâques, qui revient avec le renouveau, la fécondité. Les œufs de Pâques, tout ça, c'est lié à cette tradition germanique, surtout de là que c'est parti, le Osteras, le latin de Pâques. Je vais vous montrer une dernière gravure qui est assez inquiétante parce qu'elle a quand même fait assez de ravages. Parce que ce qu'il faut retenir quand même, c'est que dans ces images, qui paraissent anodines, il y a des structures secrètes qu'on peut appeler subliminales, qui sont enregistrées par l'esprit, mais qui n'arrivent pas au niveau conscient. Et c'est une pratique qui a été interdite aujourd'hui dans la publicité, bien qu'on s'en sert de manière détournée, parce que c'est pratiquement comme un viol, on viole l'esprit des gens. Donc cette gravure que je vais vous montrer, c'est le chevalier La Mort et le Diable. 1513, donc avant la mélancolie, un an avant. Si on se fie aux dates, on va aller assez vite quand même.
Donc Dürer s'est servi d'une aquarelle de 1498, donc 15 ans avant d'avoir fait. Et là, il possédait pas encore la mesure du cheval. On le voit, je vais retourner en arrière. On le voit, le cheval, il est trop étriqué derrière. Il n'est pas. Par contre, dans le Chevalier à la mort et le diable, il s'est servi du même cavalier avec la même armure et le même armement. À un détail près qui est très significatif. Bon, on va y retourner. Donc le voilà. Si on regarde bien la façon dont ce cavalier porte la lance, on se rend compte que cette lance, ici, ne repose pas sur l'épaule. Elle traverse l'épaule ou alors elle glisse derrière. Et si on les met côte à côte, on voit que là, la faute n'existe pas, elle repose bien. Mais on n'a pas le même angle entre la longue épée et la lance. Dürer a introduit cette faute pour avoir un angle précis ici, qu'on va voir tout de suite, qui est le 108. Le 108, c'est l'angle d'un pentagone. Et ce pentagone, on va le voir, il est là de façon subliminale, parce qu'il est tracé aussi par ici, quand on prend le manche de ce grappin que tient le diable, là, on a l'angle aussi de 108, on a encore un angle de 108 en bas, qu'un triangle doré là, et aussi la façon dont ça remonte. Donc il y a un pentagone. Le pentagone a toujours été un signe magique donc c'est le carré de Mars, un carré d'ordre 5. Mars, c'est le dieu du fer. Planète Mars, dieu de la guerre, la couleur rouge, le sang. Et cette gravure, quand on la parcourt, donc c'est un carré d'ordre 5 qui va jusqu'à 25, 5 x 5, 25. Si on parcourt ce qu'on fait là, on va se rendre compte que quand on arrive déjà à la case 11, enfin 12, 13, 14, 15, ça tombe exactement sur le cartellino. On voit aussi que le cartellino, il suit la remontée de cet angle qu'on retrouve aussi dans la pliure de l'antérieur de ce cheval. Je disais que c'était une image dangereuse parce que c'est une image qui a mené un peu l'Allemagne à sa perte. Elle a été vraiment honorée par les nazis. La ville de Nuremberg, Hitler a fait de Nuremberg la capitale symbolique du Reich, avec les Reichstag, et elle a été offerte par en grande pompe par la ville de Nuremberg à Hitler, un original. Et ce cavalier-là, c'est quand même un kamikaze, parce qu'il va droit. On le voit même ici. C'est explicite. Le sabot, il va heurter la tête de mort, le danger est là, et il se fout aussi bien du diable que de la mort, qui lui montre bien que son sablier, que son temps arrive à la fin, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout. Et c'est un peu cette espèce de jusqu'au boutisme du nazisme et de cet extrémisme qui a fait énormément de tort à l'Allemagne. C'était une image qui était très honorée en Allemagne. Elle a été reproduite. Heinrich Wölfflin, c'est un historien d'art allemand qui, au début du XXe siècle, avait écrit qu'elle était sur tous les dessus de cheminée en Allemagne. Aujourd'hui, on ne la voit plus. Elle donne mauvaise conscience encore après ce qui s'est passé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous avez été très attentifs. Personne n'a dit un mot. Alors, si vous avez des questions, peut-être que... Ah oui, ok. Ouais, ben, il a raison, Martin. On va aller jusqu'à la fin. Donc, le voilà. Ce qu'on peut voir aussi, quand je parle de tracé directeur, on voit quand même ici que, vous voyez, l'horizon est comme ça.
Les traits montent là, le cheval il est vraiment inscrit là-dedans, de la pointe des oreilles à la base de la queue. On a le même rythme dans les pattes. Ouais, je vais y aller. Faut que je passe comme ça, très vite. Donc la mélancolie, on l'a vu. Ça, c'est la dernière, Saint-Jérôme dans sa cellule, quoi. Ouais, 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 c'est tout à la fin. Faut laisser passer, s'il te plaît. Enfin, c'est assez paradoxal. Là, on a passé presque pratiquement 1 heure sur une image. Quand on regarde dans les expositions, le, le nombre de secondes dont les gens restent devant une photo, c'est c'est hallucinant. Ok. Saint Jérôme, le traducteur de la Bible. Comment? Oui. Sa démarche pour finalement créer quelque chose qui avait des messages. Oui, il y a une géométrie, il y a une géométrie secrète dedans. Il a donc des secrets de maîtrise qu'on ne pouvait pas dévoiler. Et il a trouvé ce moyen de le rendre public parce qu'il s'était juré de ne rien cacher. Il a écrit, je veux, il faut plus rien cacher, il faut que les apprentis, tout le monde ait accès à tout le savoir. Mais on l'a forcé à crypter certaines choses parce que les corporations étaient jalouses de leur savoir et aussi parce qu'il y a certains savoirs, surtout sur les carrés magiques, qui sont considérés comme des talismans, qui ne doivent pas être mis entre toutes les mains parce que ça peut générer des dégâts. Voilà, donc les 4 gravures sont là, avec leur date de parution. Ouais, ouais. Il a commencé en 1504 avec Adam et Ève. Normalement, il devait suivre tout de suite, mais il a été appelé en Italie parce que le comptoir allemand avait brûlé en Italie et puis il a eu ce contrat pour faire une peinture qui était aussi politique là-bas, c'est la couronnement de la Vierge, mais parce que l'empereur Maximilien voulait se faire couronner par le pape à Rome, ce qui ne s'est pas fait. Les Français n'étaient pas d'accord, c'était pour le Saint-Empire romain germanique, tout ça. Ça devait asseoir son pouvoir sur une bonne partie de l'Europe. La France, l'Angleterre n'étaient pas d'accord, ça a fait les guerres d'Italie. Et donc, quand il est revenu, tout ce qu'il avait déjà collecté sur la mesure du cheval avait disparu de son atelier. Et ça lui a pris 9 ans avant de faire en 1513, donc ce qui est en haut, le chevalier, la mort et le diable. Après, il a fait la mélancolie, puis après Saturne. Ah non, la mélancolie ici. Et puis, et quand on regarde, c'est quand même assez rigolo l'opposition, parce que Mars et Vénus, c'est des amants terribles. C'est aussi Mars, traditionnellement, c'est la couleur rouge. Vénus, c'est la couleur verte. Le vert et le rouge, c'est des couleurs complémentaires, mais qui jurent ensemble. Et puis, le soleil noir de la mélancolie avec le soleil doré de cette lumière, de ce... Et aussi, ce que Panofsky disait, quand on regarde cette gravure, on a l'impression que tout baigne dans le calme, la sérénité, dans le confort de la foi, alors que la mélancolie est en révolte contre Dieu. Tandis que là, on est dans le confort de la foi. On est vraiment le, le chien mélancolique, là, il est maigre, fiévreux. Celui-là, il est rebondi, le lion, il dort. Bon, le lion, c'est un attribut de Saint Jérôme, parce que la légende dit que Saint Jérôme, dans le désert, quand il était
Hermite lui aurait retiré c'est un lion qui était très méchant. En fin de compte, il était méchant parce qu'il avait une épine dans le pied, donc on le représente en train de retirer l'épine du pied du lion. Ça fait partie de la légende de Saint Jérôme. Donc voilà, si vous avez des questions maintenant, profitez-en. Merci. Plutôt dense, ouais. Ouais, ok, c'est bon. Ouais. Enfin, moi, je remercie surtout Martin parce que de m'avoir donné cette possibilité de vous présenter ça. Et je suis vraiment honoré et étonné de voir que dans un lieu comme ici, on s'intéresse encore un peu à l'histoire ancienne et que cette histoire, que quand on regarde la qualité de ces artistes comme Dürer, qui est le contemporain de Léonard de Vinci, c'était les artistes aujourd'hui font parfois piètre figure. Quand on voit le savoir qu'avaient ces gens-là, la peine qu'ils se donnaient parce qu'ils ne faisaient pas que de faire des images. Il a écrit des livres, il a monté toute une géométrie, tout un savoir. Léonard de Vinci aussi, c'était des inventeurs, des mécaniciens, c'est incroyable la pluridisciplinarité de ces artistes-là. Comment ça se passe? J'ai plein de questions, je vais t'en poser ça. Qui avait accès à décrypter cette information-là? T'es-tu adressé à quelqu'un qui faisait ça pour nous? Oui, je pense que